Il y a 50 ans, nous pensions que le futur des véhicules serait les véhicules volants. Mais en réalité, et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, on n'est plus sur des véhicules autonomes. Et c'est ce dont nous allons parler dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue, aujourd'hui nous allons parler des véhicules autonomes. On parle donc de voitures qui sont en réalité de véritables ordinateurs sur roues, que j'ai pu tester et essayer dans des environnements divers et variés, et je vous fais un retour dans cette vidéo. Le premier étant le Cybercab de Tesla, dans lequel j'ai pu rentrer lors du salon Vivatech 2025. D'ailleurs, chaque année, je couvre la nouvelle édition du salon, dans le but de découvrir les nouvelles technologies qui y sont proposées et vous les partager. Donc si vous aussi vous avez envie de découvrir les nouvelles technologies, n'hésitez pas à venir à Vivatech et qui sait, peut-être qu'on se verra là-bas. Parenthèse fermée, Tesla a donc présenté le Cybercab avec une promesse folle, un robotaxi sans volant ni pédale qui coûterait moins cher qu'un ticket de bus au trajet, mais entre le marketing d'Elon Musk et la réalité technique, on le sait, il y a souvent un monde. Mais avant d'en parler en détail, commençons par le commencement, c'est quoi vraiment un véhicule autonome? Pour comprendre, il faut connaître les deux niveaux. Le niveau 2, celui qu'on a aujourd'hui, le véhicule gère le volant et les freins, mais vous êtes le responsable, c'est le FSD actuel. Et le niveau 4-5, le Cybercab, il n'y a pas de conducteur, la voiture gère tout, même les imprévus, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Enfin, c'est ce qui se dit. Et le passage du niveau 2 au niveau 5 n'est pas simplement une mise à jour, c'est une révolution totale de l'intelligence artificielle. J'ai donc voulu voir ça de près, je suis monté donc dans le Cybercab, mais j'ai également testé le FSD sur route. Et en tant que data scientist, je pense qu'il est intéressant de voir comment ça fonctionne sous le capot, surtout sur des questions précises comme par exemple qui décide-t-elle de sauver en cas d'accident. D'ailleurs, si vous voulez tester les limites des intelligences artificielles que vous utilisez, il suffit de poser des questions éthiques poussées, comme par exemple en cas d'imprévu et d'accident, qui est-ce que le véhicule autonome, donc l'intelligence artificielle, devrait prioriser? Le conducteur, le piéton ou encore des animaux sur le chemin? C'est le genre de questions que tu peux poser à ton modèle d'IA lorsque tu es sur le trajet avec ton Cybercab. D'ailleurs, en reparlant de celui-ci, direction Vivatech, le voilà, le Cybercab. Et franchement, quand on le voit pour la première fois, ce qui frappe le plus, c'est le design. C'est un véhicule avec un design très cinématographique avec des inspirations de jeux vidéo et de films, mais évidemment de livres dans l'univers cyberpunk et futuriste. Les porte-papillons jouent également sur cet effet, mais on sent qu'il y a surtout un aspect pratique, par exemple pour rentrer debout sans se contorsionner. Et ça se ressent encore plus avec la carrosserie. En effet, on a un mélange qui est paradoxal entre la couleur dorée chromée qui fait très rétro-futuriste et les autres éléments incrustés et beaucoup plus discrets, comme les roues et les phares qui donnent un aspect luxueux, sportif et futuriste. Et justement, comme on parlait du fait de s'asseoir, sur ça, honnêtement, le véhicule est très bon. On est limite sur une cabine de première classe, c'est ultra confortable, l'espace pour les jambes est vraiment très grand. On est donc sur un véhicule spacieux et honnêtement, c'est pas la première fois que je ressens ça avec les véhicules de Tesla, c'était également le cas l'an dernier avec le Cybertruck. Et puis, posé dans le véhicule un certain temps, on finit par comprendre quelque chose. Regardez bien. Premièrement, on n'a pas de boîte à gants. C'est troublant, mais en réalité, c'est logique. Ce n'est pas votre voiture, ni la mienne, c'est un robotaxi. Vous n'allez pas y laisser vos papiers ou encore vos lunettes de soleil. Ce n'est pas un véhicule qui a été designé et conçu pour que l'on laisse nos effets personnels comme on le ferait dans un train ou encore dans un bus. Deuxièmement, il y a l'espace de stockage. En effet, derrière les sièges se trouve un espace vide et on a également le coffre qui est vraiment très grand. Coffre dans lequel on peut rentrer 4 grosses valises. C'est clairement designé pour les trajets aéroport-hôtel. Et troisièmement, la charge à induction. Faites le tour du véhicule, pas de trappe de charge, le Cybercab se recharge sans fil par le sol. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'humain pour brancher le câble. Il doit être autonome à 100%. Et donc la question qu'on se pose une fois sorti du véhicule, c'est pourquoi est-ce qu'on l'achèterait? Eh bien tout simplement parce que l'idée c'est que vous l'achetez et quand vous ne l'utilisez pas, vous le louez sur une appli, il part bosser pour vous. Il sera votre chauffeur personnel mais également celui des autres. On est donc sur un véritable tueur de VTC, de taxi et même des transports en commun. Mais pour que ça marche, il faut qu'il sache conduire mieux que vous, et ça, c'est une autre histoire. D'autant plus que le prix annoncé pour ce Cybercab est entre 25 000 et 35 000 $. Pour certains, c'est cher, pour d'autres, ça ne l'est pas. À vous de me le dire en commentaire. Mais peut-on faire confiance à la conduite autonome du Cybercab, mais également de tous les véhicules qui le proposent aujourd'hui? Eh bien, le meilleur moyen de le savoir, c'est d'aller le tester sur le terrain. Et c'est donc ce que j'ai décidé de faire en allant tester le FSD qui est actuellement disponible à l'essai dans certains concessionnaires Tesla en France, dont celui de Cannes-Mandelieu. Et c'est pour ça que je m'y suis rendu. Et donc c'est parti pour tester tout ça dans une Tesla classique. Et honnêtement, une fois que ça démarre, tu réalises même pas que la voiture est en train de conduire toute seule. C'est une sensation qui est tellement forte qu'au final, tu as juste les yeux rivés sur l'écran. En effet, la voiture modélise tout
en temps réel les lignes, les piétons, les vélos et les feux tricolores. La seule chose qui nous fait rappeler que nous sommes dans un véhicule autonome, c'est lorsqu'on constate que le volant bouge tout seul. Et personnellement, je m'attendais à ce qu'à certains moments, il y allait avoir des à-coups dans les ronds-points ou encore par exemple quand une voiture s'insère au dernier moment. Mais ces situations, je les ai vécues pendant 30 minutes et honnêtement, le véhicule les gère super bien. Il les gère même mieux qu'un être humain. Dites-vous que même lorsqu'on change d'itinéraire pendant un itinéraire en cours, le véhicule arrive tout de même à gérer l'imprévu. Toute la conduite est fluide et agréable, rien n'est brusque, honnêtement, on est sur une prouesse technologique. La seule fois où j'ai senti le véhicule hésitant et on pourrait même dire qu'il a micro-freiné, c'est lorsqu'il y avait beaucoup de piétons sur un petit trottoir à proximité de notre position. Un des piétons a failli traverser, donc forcément ça a fait hésiter le véhicule. Mais pourquoi alors que tout s'était si bien passé jusqu'à présent? Eh bien tout simplement parce qu'on a tendance à oublier que c'est juste une intelligence artificielle. Elle voit, elle comprend, mais elle doit décider en millisecondes. Mais d'ailleurs, comment est-ce qu'elle fait pour transformer une image de caméra en une action sur le volant? Et c'est là qu'on rentre dans la partie technique. Tout commence par ce qu'on pourrait appeler les yeux de la voiture, et ici Tesla est un peu seul contre tous. En effet, la concurrence, Waymo, Google, utilisent des lidars, des lasers coûteux qui scannent la ville en 3D. Pour ça, Tesla a dit non. Ils utilisent le Vision Only, juste 8 caméras, comme vos yeux et les miens. Leur logique, le réseau routier est fait pour la vision humaine. Une IA doit donc apprendre à voir comme un humain et non pas comme une chauve-souris. Mais le problème avec ce raisonnement, c'est qu'une caméra c'est plat parce que c'est en 2D, alors que la route, elle, est plus profonde parce qu'elle est en 3D. Pour résoudre ça, Tesla utilise un Occupancy Network. Pour vous la faire simple, imaginez que la voiture joue à Minecraft. Elle découpe l'espace autour d'elle en petits cubes, des voxels. Pour chaque cube, l'IA calcule est-ce que c'est vide ou est-ce que c'est occupé. Ça lui permet de ne pas foncer dans un obstacle même si elle ne sait pas ce que c'est. Un rocher, un sac poubelle ou encore même un overboard. Pas celui à une roue, celui de Marty McFly évidemment. Et donc si le cube est occupé, on l'évite. Mais bon, ça c'est la base. Maintenant, on est arrivé à la version 12 qui est une petite révolution. En gros, avant, lorsqu'on codait des règles, on utilisait des conditions. Par exemple, si le feu est rouge, alors stop. Aujourd'hui, c'est un peu du passé avec le end-to-end neural network. On montre au modèle d'intelligence artificielle des millions d'heures de vidéos de bons conducteurs humains. Par la suite, l'IA apprend donc par mimétisme. En entrée, la vidéo, en sortie, le volant tourne. Il n'y a plus de code logique au milieu, c'est une boîte noire qui a appris à conduire comme on apprend à marcher. C'est fluide, c'est humain, mais c'est risqué. Et toute cette technologie, c'est bien beau, mais en étudiant le cybercab, j'ai noté quelques problèmes concrets et éthiques qui pourraient freiner son déploiement. Tout d'abord, la logistique. Comment est-ce qu'on répare ce véhicule? Est-ce qu'on est obligatoirement obligé de passer par les services de Tesla? Ou est-ce qu'on peut le réparer tout seul? Et puis, s'il crève un peu loin de tout, qui va intervenir? Et qu'en est-il de la charge? Est-ce qu'on doit le guider ou est-ce qu'il va trouver lui-même une station de charge à induction? Et est-ce qu'il va y aller tout seul lorsqu'il constate qu'il manque d'autonomie? Et puis évidemment, s'il y a un bug, comment est-ce qu'on peut gérer ça étant donné qu'il n'y a plus de volant ni de pédale? Et ensuite, l'aspect éthique. J'ai tendance à dire qu'en Chine et aux États-Unis, ils innovent puis ils régulent, alors qu'en Europe, ils régulent puis ils innovent. C'est deux visions différentes qui apportent des solutions et des problèmes tout aussi différents, mais c'est surtout un point crucial pour le déploiement du cybercab et c'est ce qui nous fait arriver au fameux dilemme du tramway. Imaginez le scénario. Le cybercab arrive trop vite et on part de l'hypothèse que les freins sont HS. Devant, il y a un groupe de piétons. À droite, il y a un ravin, et donc potentiellement un accident irréversible. Qui l'algorithme va-t-il décider de percuter? Est-ce que le véhicule va prioriser la vie de son propriétaire, donc vous, ou celle des piétons? Tant que le code n'est pas audité, visible et commenté, on achète une boîte noire qui va peut-être prendre une décision qui est irréversible, voire catastrophique. Et c'est à cause de ces questions qu'il est difficile d'imaginer la présence du cybercab dans nos rues dès demain. Encore une fois, et c'est très important, ce qui va freiner l'innovation dans un pays, c'est son degré d'éthique et la manière dont il est appréhendé. Et donc comprenez bien qu'il y a un énorme fossé culturel entre les USA, la Chine et l'Europe. Aux USA et en Chine, on innove, on lance et on régule après si ça casse. Alors qu'en Europe et précisément en France, on régule tout préventivement et ensuite on teste et on innove. Le principe de précaution est roi. De plus, le cybercab est un tueur de taxi et de VTC. En France, on sait très bien que socialement et économiquement, ça va créer un problème, car beaucoup vont penser que leur métier va être remplacé par un robot. On a déjà un très bon exemple actuel avec les artistes qui se plaignent des IA génératives, même si c'est un terme qui n'a pas de sens. Sans oublier qu'il y a quelques années avec Uber, le monde des taxis avait déjà été bousculé. Donc là, on parle du monde des taxis, des Uber, des VTC et du transport en commun. C'est encore plus gros. Donc avec tout ça, est-ce que la promesse d'être dans toutes les grandes villes sera tenue? Personnellement, je pense que l'Europe sera le dernier servi
Comme d'habitude, on regardera les autres avancer pendant que nous, on remplira des formulaires d'homologation. Le Cybercab est donc une vision extrêmement intéressante. C'est la fin de la propriété et le début du service. Mais honnêtement, si vous voulez découvrir des technologies futuristes, ce n'est pas à Paris qu'il faut regarder. Je reviens tout juste de Shenzhen en Chine, j'y ai passé un mois et franchement, ce que j'ai vu là-bas m'a mis une claque. J'ai vu des véhicules sportifs électriques incroyables comme la Xiaomi SU7 Ultra, des limousines full équipées by Huawei avec un projecteur qui fait guise de home cinéma pour les passagers et également un smartphone par passager pour contrôler les options. Des taxis volants par Xpeng ou encore d'autres véhicules de marque inconnue au bataillon ou du moins en France et en Europe. Avec des technologies folles, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et puis là-bas, les robots, ce ne sont pas que des véhicules, c'est également des humanoïdes. Il y en a énormément. On est en droit de se dire que la guerre de l'autonomie est mondiale et que la Chine a pris une avance terrifiante. D'ailleurs, j'espère vous montrer tout ça dans les vidéos à venir. Il y en a déjà une qui est sortie, celle sur le IoT Shenzhen 2025, où tu verras justement beaucoup de ces robots. Et puis, j'essaierai de vous amener avec moi découvrir les usines, les laboratoires et toute la technologie que j'ai pu tester sur place. Bref, pour terminer, dites-moi en commentaire, est-ce que vous seriez prêt à monter dans un véhicule autonome qui décide s'il doit aller dans le mur ou dans le ravin? Et pour ne pas louper les prochaines vidéos, vous connaissez le slogan, fais comme les 2 pouces, like et abonne-toi.